Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. On va décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine avec autour de la table aujourd'hui le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des idées publiques et de l'équipe des Lyonnes Alexandra Caracezeli, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politologue Romain Blachier. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, la garde à vue de Grégory Doucet et le dernier sondage en date des municipales lyonnaises. Plus de 9 heures en garde à vue, c'est le temps passé par Grégory Doucet ce mercredi à l'hôtel de police rue Marius Berlier. Le maire écologiste qui était interrogé sur la fameuse affaire des chargés de mission de la ville de Lyon. Ses collaborateurs trop nombreux et surtout soupçonnés de servir des intérêts politiques et non administratifs. Alors Grégory Doucet est ressorti libre ce mercredi soir, il n'a pas été mis en examen. L'enquête pour détournement de fonds publics se poursuit, mais c'est un tremblement de terre à Lyon, puisque le dernier maire en exercice à avoir été en garde à vue, c'était Michel Noir, il y a 35 ans. Est-ce que cette affaire va bouleverser la campagne, selon vous, Romain Blachier? Déjà, il faut voir s'il est reconnu coupable ou pas. Il faut voir le déroulé de l'enquête. C'est vrai que personne autour de cette table était en garde à vue ce jour-là, même s'il peut y en avoir qui ont pu connaître des gardes à vue dans le passé. Et du coup, en fait, il faudra voir. En termes d'image, évidemment, c'est jamais bon que le maire se retrouve en garde à vue. Après, c'est aussi une procédure d'enquête plutôt habituelle, donc on va voir ce que ça donnera. Il n'y a pas grand-chose en fait à dire là-dessus, si ce n'est qu'en termes d'impression, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais encore une fois, on peut tout à fait aller en garde à vue ou en audition. Ça a été le cas aussi de Georges Kepenekian, je crois, sans forcément évidemment que ça vaille culpabilité. Donc wait and see. Il y a combien de maires en France qui sont retrouvés en garde à vue pour qu'on vienne discuter avec eux? Des maires de Marseille, de Bordeaux, de Paris, ça n'existe pas. Le dernier, c'était quasiment Michel Noir dans une grande ville. Et il a été condamné après par la suite. Donc c'est pas fait exprès. C'est-à-dire les politiques, quoi qu'il en soit, moi je la connais bien avec Michel Picard, avec toutes les plaintes que j'ai fait contre elle, elles sont reçues gentiment, ils discutent, elle donne son avis, et après ils se rangent derrière son avis, parce qu'on est toujours derrière les politiques en France, la justice. Du moment où il faut une garde à vue, ils la font à Marius Berlier, devant tout le monde. Il s'est retrouvé avec des loulous de Vénissieux sur place, donc c'était pour que ça fuite, et qu'il y a vraiment des véritables charges qu'elle est retenue contre lui. Il ne s'amuse pas à faire ça devant tout le monde. Donc tu ne peux pas dire que les gardes à vue, c'est un truc normal. S'il y avait véritablement des charges, j'aurais été mis en examen à la sortie de la garde à vue, comme ça fait classiquement. Ah non. Le nombre de gens qui sont retrouvés sous le régime de garde à vue et qui sont mis en examen peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois ou même 1 an après, c'est pas la première et la dernière fois. C'est pas automatique. C'est automatique pour les gens qui n'ont pas Didier Seban comme avocat. Parce qu'il a pris le top de l'avocat. Il allait le chercher à Paris. Donc, qui nous disent pas qu'il fait des économies. Il fait des économies peut-être sur les associations qui doivent sortir les enfants de la rue, mais il fait pas des économies sur les avocats. Parce que Didier Seban, j'ai lu tous ses livres, c'est une machine de guerre le mec. Et il a aussi, quelqu'un qui vient ici, aussi tête comme avocat. Donc déjà, Seban tout seul, c'est le PIB de Madagascar. PIB, c'est le PIB du Madagascar, Didier Seban. Alors je dis plus l'autre avocat, la ville de Lyon, le budget il va être que pour le défendre. Etienne Tête, c'est un avocat qui est proche des Verts, c'est un ancien élu vert. Donc ça empêche quoi, c'est mon avocat aussi. Décidément. Il y a ça. Après, il y a une autre question. On a parlé des fuites. La fuite principale qui est arrivée de la part de proches dans le commissariat, enfin de proches de policiers, visiblement de sources policières. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des fuites de sources policières vers des journaux proches de l'extrême droite. Il y a eu Frontières, il y a eu sur des caméras de vidéosurveillance cet été, il y a eu un certain nombre d'autres médias d'extrême droite. Et là, c'est le JDD de Bolloré qui a eu l'exclusivité. Il faut penser que dans la police lyonnaise, il doit y avoir des fuites vers une presse qui est quand même assez radicale. Non, c'est l'AFP qui a en plus reconfirmé que c'était bien en régime de garde à vue. Après, en fait, moi, ce que je trouve étonnant, c'est effectivement, il faut être très prudent. C'est bien sûr que ce sont des procédures où, en fait, il y a plusieurs régimes possibles pour être entendus. Les enquêteurs, d'habitude, comment ils procèdent sur ce type d'enquête, qui sont très, très spécifiques, sur des délits financiers ou a priori plutôt sur des choses qui concernent le management des collectivités locales. En fait, pour être entendu, vous pouvez être auditionné en auditeur libre, vous pouvez être auditionné en tant que témoin assisté, et dans de très rares cas, effectivement, vous êtes auditionné en garde à vue, ce qui est le seul régime qui est contraignant. Ça veut dire quoi, la garde à vue? Ça veut dire que vous ne pouvez pas partir ou vous ne pouvez pas vous déroger au fait de venir, de répondre à votre convocation. C'est vrai que c'est très surprenant d'avoir choisi de la part des enquêteurs ce régime-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des éléments
d'une gravité particulière, ou en tous les cas qui nécessitait pour les enquêteurs de pouvoir interroger le maire de Lyon de manière contrainte sur une longue période de temps. C'est très surprenant. Normalement, d'ailleurs, une garde à vue, c'est plutôt 24 heures ou 48 heures, après si elles sont prolongées. Mais là, c'est une garde à vue de 9 heures. Donc c'est vrai que sur la forme, c'est très surprenant. Après, évidemment, on n'a pas les éléments, on ne connaît pas évidemment les détails de l'enquête. Et c'est vrai que ça interroge, et ça interroge les Lyonnais, d'ailleurs, qui ont été très très nombreux à partager l'information, qui ont été surpris du fait de savoir que leur mère était en garde à vue. Je reprends sur les gardes à vue, ça peut être un quart d'heure. De un quart d'heure à 48 heures pour les affaires de crimes de sang. Non, mais ça là, peut être... Il y a c'est pas le même. C'est pas le même. Oui, Non, mais ça peut être 96 heures. Non, mais là, on parle de. On ne parle pas de crimes de sang. On parle pour effectivement, soit s'il y a effectivement un danger pour la collectivité. Là, visiblement, c'est quand même pas. On va pas dire qu'il serait sorti, se serait enfui au Mexique ou ailleurs. En vélo, c'est compliqué. Soit, ce matin, c'était difficile de sortir de Vèze en vélo. Et puis, autre élément aussi, c'est aussi lorsqu'on veut pas que vous fassiez disparaître des preuves dans un certain nombre de cas. Je pense que c'est plus. Il peut y avoir ce genre de choses, genre on peut dire à un collaborateur de supprimer un dossier, c'est peut-être cette pour les inquiétude-là. perquisitions. Non, rien à voir. Mais si, pour la garde à vue, il peut y avoir ça. Vous êtes dans la surinterprétation. Après, encore une fois, on est vraiment sur des suppositions et ça me paraît un peu surprenant. Il y a déjà eu une grosse perquisition il y a un an tout pile à l'hôtel de ville. Bon, je pense que s'ils avaient voulu prendre des documents, ils les auraient pris à l'époque. Non, mais c'est pas question des documents. C'est qu'il lui pose une question particulière qu'il ne s'attendait pas. Parce que la perquisition, ils ne disent pas ce qu'ils cherchent. Il lui pose la question, mais monsieur, sur votre dossier numéro 33, et s'il n'est pas en garde à vue, il dit, bougez pas. Il sort, Didier, numéro 33, poubelle gauche, tri, hein. Il faut que ça aille après dans une chaufferie à bois pour polluer des pauvres. Toi, genre de truc, si tu peux sortir, tu peux modifier les trucs. Les gardes à vue, t'as pas le choix. Ils te posent des questions, ils te travaillent. S'ils l'ont gardé 9 heures, au bout de 3 heures, t'as déjà envie de balancer la moitié de la terre. 4 heures, 5 heures, ça commence à durer longtemps. Ils jouent un peu sur ça. Ils te répètent les questions 15 fois, 20 fois. C'est des gens qui m'ont raconté, moi je connais pas. 15 fois, 20 fois, moi, je connais. 30 fois. Donc, ils te répètent tout le temps les mêmes questions et c'est long au bout de 8 heures. Alors 9 heures, le pauvre. Raphaël. Personne n'a été mis en garde à vue autour de cette table? Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. En tant que journaliste, quand on est attaqué en diffamation pour une enquête, on est systématiquement mis en garde à vue dès lors que c'est une procédure qui est devant un juge. Et parce que la garde à vue, c'est parce que la justice estime avoir des éléments qui justifient la mise en cause d'une personne. Dans le cas d'une diffamation, le journaliste et l'auteur de l'article. C'est pas le cas d'une diffamation du tout. Hein. Oui, non, mais la question, c'est dès lors qu'on est auteur de l'article, s'il y a suffisamment d'éléments pour justifier qu'on soit en garde à vue, puis après c'est le procès qui va relaxer ou pas les journalistes. Et là, dans ce cas-là, évidemment que là, quand on parle d'organisation de la mairie, de recrutement des fonctionnaires, ça remonte au niveau de décision du maire, et qu'il soit en garde à vue, c'est plutôt... C'est pas anormal. Georges Kepenekian était effectivement aussi en garde à vue la veille. C'est bien lui qui est le responsable. Il y a bien eu un signalement de la Chambre régionale des comptes sur ses emplois. Il y a bien une question. Alors vous avez dit emploi à des fins politiques. On va préciser quand même ce qui a été dit là-dessus. On parle pas de. On n'est pas dans une affaire Marine Le Pen. On n'est pas dans une affaire en termes d'usage d'emploi. C'est pas des emplois qui auraient servi. Il n'y a pas de suspicion d'emploi qui aurait servi à la vie à un train de vie particulier, c'est-à-dire que c'est pas. Attention, on n'en sait rien du tout. C'est pas ce qui est posé pour l'instant. Parce que on sait pas ce qu'il y a. Alexandre, la Cour n'a jamais dit qu'il y avait usage. On est sur des sortes de. Est-ce que tu as lu le dossier? Parce qu'il n'est jamais sorti. Parce que nous, on l'attendait tous. Anticorps, X et Y, on était tous devant. On attendait la sortie du truc de la Cour des comptes pour porter plainte. Comme pour Marine Le Pen, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce que t'en sais? Non, alors, ce qui est vrai... On en sait ce que tu as envie de sentir. Tu dis c'est l'Europe écologie, c'est des gens que Dieu les a guidés. Peut-être, mais on ne sait pas. On en sait quand même ce que disent les juges, c'est qu'à l'issue... Ils ont quand même confirmé qu'il y avait une enquête pour détournement de fonds publics, qu'il n'y avait pas... on n'est pas sur d'autres types de qualifications, et ils ont confirmé qu'il n'y avait pas de mise en examen à la sortie de la garde à vue. Ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y en aura pas, mais s'ils avaient eu, lors de la garde à vue, des éléments suffisants pour mettre en examen, ils auraient mis en examen. Je reprends après sur un point, mais sur un point, tu disais, après la garde à vue, c'est le jugement qui
qui fera que c'est gentil ou pas. En fait, non. Après la garde à vue, c'est le procureur qui décide s'il y a jugement S'il ou poursuit pas. ou pas. Donc c'est selon ce que ça donne. C'est même pas sûr qu'il y ait un jugement par Oui, parlais- mais à la fin, c'est- c'est le jugement qui On tranche. peut tout il y a à fait jugement. avoir un non-lieu, puisque Voilà. en plus, il n'y a pas eu de... Ça sera même pas un non-lieu, je crois. Il n'y a pas, Ça il y a sera- pas eu aura de, pas poursuite tout il y a court. pas eu de mise en examen. Il peut tout Mm. à fait y avoir un non-lieu. Il peut y avoir non, pas Classement. un non-lieu. ça Après, sera carrément un après classement sans encore suite, une quoi. fois, le débat, on parle, parce qu'on va peut-être simplement rappeler un peu les faits, c'est dans une mairie de la taille de Lyon, ils ont droit à 12 collaborateurs politiques. Donc, on dit c'est des collaborateurs politiques qui sont au service du maire. Donc, ça reste au service, on va dire, de la collectivité locale. Ils ne travaillent pas pour le parti, même s'ils sont collaborateurs du maire, ils n'auraient pas le droit de travailler à temps plein pour tel ou tel parti. C'est bien quand même des collaborateurs de mairie. Et donc, il y en a 12 qui sont affectés vraiment aux élus de la mairie. Et sous Gérard Collomb avait été créé une vingtaine de salariés qui sont, eux, des fonctionnaires de la collectivité et qui sont un peu à l'interface entre les services et ces rôles de cabinet. Et qui ont un rôle qui est effectivement assez à l'interface, peut-être un peu ambigu, de savoir est-ce qu'ils sont plus dans le conseil politique ou est-ce qu'ils sont plus dans l'organisation de la politique. Mais et ça, des c'est la services. défense. Ça, c'est la défense des Non, écologistes. Non, c'est la défense des pas écologistes. seulement, Ils sont pas dans seulement. l'interface. Mais ça, c'est Là, toi qui là, dis là, qu'ils sont dans là, je l'interface. suis en La train- CRC dit exactement le contraire. Elle dit qu'ils ne sont pas dans l'interface et que c'est des employés politiques. Ça, c'est ce qui a été mis Moi, en j'ai place. plus tendance Ça, à ce qui a été croire mis un en juge place. que croire Doucet. Oui, on va attendre de voir ce qu'il va décider. Voilà. Donc là, On verra bien. là, ça a été mis en place sous Gérard Collomb. Ça a été continué sous Georges Képénikian. C'est la raison pour laquelle il a été placé aussi en garde à vue et questionné. Et on aurait Et pu qui a imaginer pu- que Gérard Collomb aurait pu être entendu en garde à vue s'il n'était pas décédé aussi. Tout à fait. La logique aurait été celle-là. Et donc là, on arrive effectivement. Ils ont maintenu le même système avec En l'augmentant quand même. mais avec un En rajoutant des questionnement qui a été plus politique, même au début du mandat. On sait que c'est des élus qui arrivaient avec très peu d'expérience pour certains, et que ces rôles ont pu être un peu plus importants dans le conseil politique. Donc c'est un peu ça le point de départ. Enfin, Et puis il y a eu la question on sur les recrutements. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de recrutements où c'était vraiment des gens encartés directement, beaucoup plus qu'auparavant. Et qu'il y avait déjà eu des emplois politiques avant C'est qui ça. avaient été collaborateurs En fait, c'est parlementaires. ça qui a beaucoup questionné. Alors après qu'on embauche des gens de son parti, c'est très régulier dans les mairies, mais là, apparemment, la proportion questionnait. Après, encore une fois, elle questionne, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème après réel. aussi, quand on met en œuvre des politiques, Oui, mais c'est assez vous logique. pouvez mettre du bio dans les cantines, Ah oui, non, mais- faire des pistes Je suis cyclables, vous allez pas- je suis peut-être pas- trouver je des suis pas- fonctionnaires je d'un suis pas- certain bord je politique suis plutôt pas- qu'un je autre. suis pas en train de dire le contraire. Et quand- Au contraire, c'est toujours bien Et- d'avoir une politique un et peu je pense marquée que quand au ils niveau recrutent- électoral. Mais quand- par contre, Je pense que quand ils recrutent des policiers municipaux, ils ne sont pas tous encartés ils chez peuvent les pas écologistes. trop- ils peuvent pas trop. Ah non, mais je parlais pas de ça. Je parlais pour les emplois de cabinet où l'une des questions de la CRC, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il y a une culpabilité, ça a été celle-ci. Oui, de ces emplois de Non, mais cabinet, en c'est fait, des emplois qui sont les plus magistrats politiques. de la Cour des comptes, ça fait plusieurs années qu'ils attirent l'attention, effectivement, qui regardent comment les collectivités évoluent et qui, voilà, il y a Après 12 plusieurs emplois, c'est pas cas de beaucoup. figure où, effectivement, on interroge les missions réelles d'un certain nombre de chargés de mission. Et là, je ne vous rejoins pas, c'est que précisément ce qu'a interrogé la Cour des comptes dans ce dossier, c'est de savoir si les chargés de mission, ils s'occupaient bien de faire de la coordination entre les services et les élus, ce qui est leur mission normale, ou s'ils avaient une attribution beaucoup plus politique et beaucoup plus militante, à savoir la gestion des réseaux sociaux, par exemple, de certains élus, à savoir l'organisation de réunions plus politiques. Et donc là, on sort vraiment du cadre, et c'est là où la frontière, elle est ténue, et où on rejoint un petit peu plus l'affaire du Rassemblement national ou d'autres partis politiques. C'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est pareil, mais ça pose une vraie question de fond sur les moyens que l'on met à disposition des collectivités et donc des élus pour exercer leur mission. Et il y a effectivement peut-être une hypocrisie sur un certain nombre de choses. On n'ose pas dire aux gens comment ça fonctionne, mais c'est effectivement le cabinet du maire de Lyon, normalement, dans la loi, il a le droit à 12 collaborateurs. Ce qui est quand même pas beaucoup. Ce qui n'est hein. pas beaucoup pour une ville de cette taille, mais c'est vrai pour d'autres tailles de collectivités. Donc ça interroge vraiment sur les moyens qu'on met et sur la transparence qu'on met sur ces moyens. Après, il peut avoir autant de collaborateurs qu'il veut quand c'est pour le bien-être de la mairie de Lyon et pour les habitants de la ville. Mais pour son bien-être à lui, 12, c'est trop. Mais c'est Après, pas vous ce avez qui pas va son Ah non, mais ça, bien-être c'est à lui, une- le ça, c'est bien-être une de son lecture. parti politique Mais et de non. ses idées politiques. Mais il y en a qui Voilà, s'occupent on des arrête. sports, il y en a qui Mais ils s'occupent de la s'occupent du culture. sport du point de vue politique. Qu'est-ce Mais qu'on pas peut en forcément. tirer comme avantage? Mais C'est pas simplement là-dessus. Moi, pour moi, main propre, tête haute, c'était le RN qui disait ça. Regardez comment ça finit. Europe Écologie, on les a chopés la main dans le pot de confiture. C'est tout ce que je vois.
Ils sont élus sur le parfum de la nouveauté, de la probité. Alors, choper dans le pot dans le... Enfin, ce que Bah, vous, aujourd'hui, on les a que vous chopés utilisez, dedans. Pas du tout. Ils du sont tout, pas du tout il y a une condamnés. enquête, Ils il y a sont une même pas mis en enquête. examen. Et il a fait une garde à vue, excuse-moi. Mais une garde à vue, Alors, il est c'est pas totalement une condamnation. présomptueux. Attention, là. Il y a Je des me gens permets qui font des simplement. gardes à vue Si, sans si, jamais non, mais être condamnés, attendez. il paraît. Il y a une situation qui n'était pas normale et à laquelle la mairie de Oui. Lyon a déjà. Oui, il a déjà apporté la solution. Voilà. Non, mais Ah, donc, fini donc, par je- apporter il y la avait quelque solution. chose qui allait pas mairies bien. qui s'enferment dans le déni, Alors, ça n'a pas été le cas ici. Ils Alors, ont peut-être pour suivi expliquer- la recommandation de la C'est Chambre ça, voilà. régionale des Mais comptes. peut-être pour En expliquer disant, aux en gens qui disant, nous en disant regardent. qu'ils n'étaient pas En d'accord disant avec qu'ils n'étaient pas le. d'accord avec les... Mais après moi, je trouve, en fait, cette histoire-là, là où je vous reprends, c'est que je trouve que c'est très positif que les juges fassent cette enquête-là. Parce que c'est quand même très sain en démocratie qu'on vienne regarder, effectivement, qu'il y ait pas un usage on politique dirait le des discours choses. de Doucet quand elle est sortie. À la limite, c'est bravo. Bah, je suis super content d'être là. Je Moi, suis super je suis content que journaliste, vous m'ayez j'observe mis les en choses. garde à vue. Il est sorti, mais on aurait cru que c'était un truc. Non, mais Après, c'est deux choses différentes dont vous je suis parlez. pas sur le même Effectivement, registre. Moi, je trouve vous que c'est parlez de très la sain. procédure. Après, il y a des enquêtes sur ce type de sujet, mais qui sont menées par le parquet national financier. Quand le parquet national financier s'en saisit, c'est qu'on est aussi à un autre niveau. Là, c'est les choses qui sont restées en local. Oui, mais Donc, on verra. ça n'a pas de lien. C'est-à-dire que le parquet national financier peut décider de se saisir, Il s'est ou le saisi, parquet de Lyon peut décider de se dessaisir selon les éléments s'il qu'il aura estime trouvés dans qu'on le est dossier. sur un pas sujet trouvé qu'il y avait qui est- assez d'éléments Ça pour ne veut saisir. rien dire. En revanche, vraiment, moi je réinsiste, et c'est là où voilà, je rejoins Farid, c'est qu'effectivement, la garde à vue, contrairement à ce que vous nous expliquez, sur ce type d'affaires, c'est très 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 rare de choisir ce régime pour entendre les élus. Généralement, on est plutôt dans l'audition Pas libre ou dans le tant témoignage. que tout ça. ça. C'est-à-dire que non, c'est plus que. Alors, je vais pas vérifier parce que quand il y avait eu des perquisitions sous Gérard Collomb, je sais plus comment il avait été auditionné Il a eu une garde à à vue. l'époque, mais il me semble que Gérard c'était une s'est garde, retrouvé, c'était on une s'est garde retrouvé en à garde à vue. vue. Le dernier maire à avoir été. J'ai un doute là-dessus. Vous le vérifiez, Eric. Non, mais il y a vraiment. Gérard s'est retrouvé en garde à vue, Il effectivement. me semble. Après, alors dans les souvenirs récents dans la région, il y avait eu le maire de Grenoble sur une affaire d'attribution d'un marché public. Pour laquelle Donc, il a été condamné d'ailleurs. Hein. Oui, il a été condamné à une Ouais. amende, effectivement, avec sursis, je crois, de mémoire. 8 000 euros avec sursis. Ouais. Donc c'est pas si exceptionnel et c'est pas seulement depuis Michel Noir. Et puis depuis Pour des Michel Noir, quand même, Vous- public vous- et attribution quand de même marché depuis public. Michel Noir, beaucoup de choses ont changé. Non, mais ça veut dire quand même. Vous, Non, mais vous c'est avez eu vrai. la garde à vue du maire de Saint-Étienne, mais pour d'autres raisons aussi. D'autres raisons. Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même un vrai sujet, effectivement, sur la transparence de la vie publique. Non, mais c'est pas si rare sur que ça, le- du coup. Bah, du Non, coup, mais c'est quand même c'est pas quand des- il y a un alors, vrai pour sujet. répondre à la On question, peut c'est le faire pas aussi des de bons manière- signaux qu'on envoie un an avant les élections. on quoi. peut. Alors politiquement, c'est sûr Ouais. que c'est pas une bonne affaire pour lui, ça c'est sûr. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui se réjouissent de voir que la justice vient s'impliquer dans ce genre de dossier. Et vous parliez de l'époque de Michel Noir, on est quand même dans un autre monde aujourd'hui en termes de transparence. Je rappelle qu'à l'époque, on était quand même. Mais Ce peut-être qu'a que sur les fait méthodes, les Michel choses Noir ont en peut-être pas résumé, tout à fait changé. c'était ce On que va pas faisait changer, faut Jacques pas Chirac à exagérer. Paris. Vous vous rendez Bah, compte, voilà. les marchés publics étaient tous truqués à Lyon. Il fallait faire toucher le beau-fils, le beau-frère. Enfin, c'était n'importe quoi. Arrêtez, on n'est pas du tout dans le même niveau qu'à l'époque de la droite. Je vous propose qu'on avance toujours sur ce sujet, mais sur effectivement les possibles répercussions Attends, politiques quand sur même, la il faut quand même campagne. dire quand même que les écologistes ont été élus sur l'odeur de la nouveauté, et en fait, ils font de la politique à l'ancienne là, aujourd'hui. Hein. Parce qu'ils ont suivi ce que a fait Collomb, donc elle est où la nouveauté? La nouveauté, c'est pour subventionner leurs copains sur leur vélo, leurs trucs comme ça, mais au niveau politique pur, c'est les mêmes. Hein. Et alors, donc, par rapport à la campagne, puisque Grégory Doucet est candidat à sa succession, donc on l'a dit, il n'est pas mis en examen, il pourrait l'être ou pas du tout dans les prochains mois, voire semaines. Il n'y aura probablement pas de procès avant le premier tour des élections municipales, si là encore il devait y avoir un procès et pas un classement sans suite. Alors, vous avez le maire du 2e arrondissement et candidat LR, Pierre Oliver, qui a réclamé sa mise en retrait de ses fonctions uniquement sur la base de cette garde à vue. Est-ce qu'il faut que Grégory Doucet démissionne en fonction de l'évolution de cette affaire, c'est-à-dire dès aujourd'hui, s'il est mis en examen, s'il y a un procès qui est fixé ou pas? Ou est-ce qu'il peut rester de toute manière présumé innocent, puisque je vous le dis, il n'y aura probablement pas de jugement, pas de procès avant les élections? Europe Écologie sont super stricts sur les gardes à vue, sur les choses comme ça, mais avec les petits élus. Par contre, dès qu'on est un petit peu haut sur leur hiérarchie, alors c'est freelance, hein, il ne bougera pas de là. Hein. On se rappelle de Denis Baupin, on se rappelle de Jean-Vincent Placet, Julien Bayou, lui, il a été blanchi entre-temps. Mais Éric Piolle, qui reste en Éric Piolle, personne démissionne. Et Éric Piolle, pour moi, sur le profond, c'est pire. Hein. Parce que faire payer en sous-main, il est accusé de ça, payer en sous-main un élu pour que l'autre, il le... Oh là,
Non, Ça, viol, c'est une autre affaire. Il a été, Ça, c'est une il a nouvelle été affaire, attaqué ça. sur une histoire d'appel d'offres. Non, je te Non, parle non. d'une autre affaire. Oui. Oui. Je te Il parle y a d'une une autre affaire. en cours. Avec Oui. Élise Notre histoire, mais Le là-dessus, versement d'argent mais d'un là-dessus, chargé il n'y a pas eu de mission. procès encore. Mais celle sur laquelle on mais a il parlé tout à l'heure, il a quand même été c'était en un non, je appel parle pas de d'offres. ça. C'est de l'attribution de... Il aurait dû lancer la un Ford appel Errando. d'offres vu le montant. Non, mais là, on parle Non, mais d'autre parle chose. Oui, parle d'autre chose. Cette histoire d'appel d'offres, Oui, en mais- fait, c'est de la politique à l'ancienne. Non, Le bon mais- papier et tout ça, je m'en Non, fous. mais là, il parle Mais d'autre le chose. coup où je Avec paye Elisa un Martin. élu avec la main de l'autre, alors ça, c'est des trucs, ils vont super loin. Donc, On revient à Grégory Doucet, s'il vous plaît. Romain. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'en politique, on affaiblit la plupart du temps justement la présomption d'innocence. C'est vrai que c'est le cas, traditionnellement, c'est le cas de la droite qui avait tendance à dire voilà, il faut absolument avoir les peines les plus sévères le plus rapidement, il n'y a pas vraiment de présomption d'innocence. Mais les Verts ont aussi un peu participé à ça, à travers un certain nombre de propositions de loi, à travers effectivement ce qui a pu se passer aussi auprès de Julien Bayou, où Julien Bayou, il n'y avait rien, mais on lui demandait quand même de partir, de quitter son poste. Et c'est vrai que les Verts ont cette caractéristique commune avec la droite, d'affaiblir la présomption d'innocence, de dire voilà, forcément, il faut croire dès qu'il y a la moindre chose qui se déroule. Et c'est vrai que quand ça s'applique parfois à eux, c'est à des niveaux assez divers, quoi. C'est pas forcément appliqué tout le temps. Moi, je reste partisan effectivement de la présomption d'innocence. J'espère qu'il n'y aura pas de procès dans le sens où ça dégraderait la qualité du débat public au niveau de ce que doivent vivre les Lyonnaises et les Lyonnais, des projets des uns et des autres, des nécessités en termes de transport, en termes de sécurité, en termes de culture. Je pense que le débat des municipales, il perdrait beaucoup s'il était entaché complètement de choses juridiques, parce qu'effectivement, ça boufferait toute la campagne, et c'est quand même dommage. Je trouve que Pierre Oliver a été des fois un peu plus inspiré, ça faisait un petit peu « j'ai envie d'exister parce que là, c'est en train de me manger la laine sur le dos, et du coup, il faut que je fasse une déclaration choc pour m'imposer dans le paysage ». Je pense que ce n'était pas une déclaration extrêmement nécessaire, ni extrêmement qualitative de sa part. Raphaël. Oui, disons qu'il manque au moins, à tout le moins, de cohérence. C'est-à-dire que s'il demande la mise en retrait de Grégory Il Doucet, devrait demander celle de Wauquiez. il faudrait demander celle de Celle de Renvoqué, Wauquiez qui est est... beaucoup plus coupable que... J'en sais rien, la procédure il est pas plus coupable puisque justement il n'est pas condamné, il est tout à fait présumé innocent. Il n'a Non, jamais mais pas. mangé de la. Ce que je veux dire, c'est que c'était des mais bureaux il est qui pas étaient. poursuivi. La question sur Laurent Wauquiez. On a le droit de faire ce qu'on veut quand on est Laurent Wauquiez. Non, mais après l'histoire de Laurent Wauquiez, c'est des. Il a coûté extrêmement d'argent. Oui, d'accord, mais on ne peut pas tout mélanger, je veux dire. On ne peut pas tout mélanger. Après, si on parle de ses emplois. Parce que si on parle de ses emplois, si on parle du coût pour la collectivité, je pense mais il n'est pas poursuivi. Bah Il oui. n'est pas poursuivi. Là, on arrête Mais c'est sur le incroyable. truc, il n'est pas poursuivi. C'est Lui, quoi qu'il soit pas lui, poursuivi. il n'est pas Non, mais il faut poursuivi qu'on arrête de non faire plus. Il y de a la une enquête en cours, démagogie. en fait, c'est exactement le même temps. Quand il y a pas. Ah non, c'est toi qui dis tout ça. Non, hein. c'est pas ça, Romain. C'est simplement Non, qu'il y a non. deux affaires effectivement qui sont en parallèle. Et pour le Je sais coup, pas. Laurent Wauquiez n'a pas été encore placé. A pas été placé en garde à vue. Affaires. N'a pas été placé en garde à vue. Il n'y a pas d'élection Oui. l'année prochaine pour les régions. Et donc Oui, là, c'est ce vrai. qui nous intéresse, c'est Grégory Doucet. Mais on parlera de Laurent Wauquiez un prochain jour. Il y a Oui, aucun mais souci. après, il faut aussi avoir une certaine cohérence. On ne peut pas défendre Philippe Cochet, qui lui a été condamné Oui. pour un emploi fictif, Sous appel. celui de sa femme, sous Il est en appel, procédure d'appel. qui est en Oui, procédure enfin, bon, il a été d'appel. D'accord, mais il est en procédure d'appel. Vous avez raison, il est toujours présumé innocent. Pardon. parce qu'il est Bah Pourquoi oui. le sur mec l'appel. qui est LR, il a un total mais- Mais c'est pas une question d'étiquette politique, pardon. Moi, vous m'avez pas encore Oui, non, demandé mais- mon avis, mais moi, je suis attachée à la présomption d'innocence pour tout le monde. Par contre, je suis attachée à la cohérence. Voilà. Pas dire dans un sens Donc ou je dans pense l'autre. qu'on dit Oui, exactement la même chose. Il ne pouvait pas nous dire présomption d'innocence pour Philippe Cochet, qui reste à l'époque maire de Lyon, maire de Caluire, ou effectivement Laurent Wauquiez, et puis demander la mise en retrait de Grégory Doucet. Parce Ah, que mais moi, j'ai pas c'est- demandé c'est la mise très- en retrait de Grégory Doucet. Oui, mais là, je on pense, parle de je pense Pierre qu'il y a une jurisprudence à un moment donné qui concernait les ministres, qui pose une question qui est, à mon avis, assez juste. C'est-à-dire que dès lors que la justice enquête sur l'exécutif, il y a une problématique de séparation des pouvoirs et il y a une suspicion, forcément, d'une influence du gouvernement sur le travail de la justice à travers le ministère de la Justice. Donc, en fonction mais ça ne peut pas être une loi générale. Parce qu'encore une fois, en diffamation, vous êtes attaqué, vous êtes à peu près mis en examen automatiquement. Donc, si on veut faire démissionner quelqu'un, c'est assez facile en l'attaquant en diffamation. Donc, on ne peut pas dire pour toutes les procédures, dès lors qu'il y a une garde à vue, démission, ou dès lors qu'il y a une mise en examen, des mises en action. Non, il faut quand même regarder qu'est-ce qui est mis en cause, la gravité des faits qui sont reprochés. Là, dans le cas présent, on verra. Hein. On verra. Moi,
je ne suis pas un expert de ce dossier-là, que je n'ai pas particulièrement travaillé. J'entends ceux qui ont suivi ce dossier et qui me disent bon, là, on n'est pas sur quelque chose qui va nous amener à une procédure rapide en tout cas, et on n'est pas sur une gravité qui est grande. Mais par contre, les politiques ne s'accordent jamais les mêmes règles qu'ils demandent à leurs fonctionnaires. Comme un politique, s'il a un casier judiciaire, il peut se présenter. Et ben, la présomption aussi, c'est dans la fonction publique. C'est-à-dire, j'ai une collègue à moi qui s'est fait virer de son emploi. Elle n'a jamais été condamnée. Mais il y a une présomption. Comme il y a eu des plaintes contre elle, eh ben, ils l'ont quand même virée de la fonction publique. Donc, ce qu'on accorde, je l'ai lu dans un livre de Didier Séban, un très bon avocat qui s'occupe de Doucet. Justement, c'est ça le problème. On donne des règles pour les fonctionnaires, on ne donne pas pour les politiques. Pour moi, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Alors ça, moi, je suis pour tout à fait que pour les fonctionnaires, effectivement, il y a un devoir d'exemplarité. Et que, effectivement, il n'y a pas de devoir d'exemplarité pour les politiques. Alors, il y a une différence sur les politiques, c'est qu'ils sont élus. Donc, oui, mais alors parce qu'elle est élue, ça leur donne un totem d'immunité. Non, mais par contre, on le voit bien avec le débat sur Marine Le Pen, elle est condamnée, il y a 35% des Français qui s'apprêtaient à voter pour elle. Ça pose un enjeu démocratique. Je trouve ce débat légitime. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas être invalidée, mais je trouve que le débat est légitime. Alexandra, sur Grégory Doucet, sur les suites. Pour moi, la présomption d'innocence, elle prime. Voilà, tant qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas de... Enfin, voilà, il faut être... En plus, je trouve, dans ces instants mouvementés qu'on connaît, je pense qu'il faut vraiment être chacun, garder du sang-froid et ne pas déstabiliser plus les institutions. Parce qu'à force de jouer à ça... on va vraiment, je pense, mettre en péril la démocratie. Donc, il y a des instances qui sont chacune en charge d'une mission. Il y a des enquêteurs, il y a la justice. Chacun fait son travail. Pour moi, à partir du moment où il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de nécessité de se mettre en retrait. En revanche, voilà, parfois le temps de la justice est en conflit avec le temps des élections. Oui, c'est problématique. Mais moi, je ne suis pas pour le royaume de la surprotection, c'est-à-dire que dès qu'un ministre potentiel, s'il y a un soupçon d'éventuellement un recours, alors du coup, on n'a pas le droit d'être nommé. Enfin, je trouve qu'on est rentré dans un système qui est quand même... qui met une pression dingue sur les élus, et on leur demande aussi souvent quand même d'être surtransparents, d'être des super-héros, de probité, de machin, de trucs. Et je trouve quand même que finalement, c'est juste les représentants des Français. Donc à un moment donné, voilà, on a les élus qu'on mérite souvent. Donc il faut se poser aussi la question. Donc, peut-être reposer un cadre démocratique. Ça pose des questions vertigineuses sur la qualité du débat, je suis d'accord, effectivement. Mais pour moi, on a des institutions judiciaires qui font leur travail. Laissons-les faire. On ne peut que commenter et on attendra de voir ce qui se passe. Après qu'on arrête sur la transparence en politique, en France, elle est de 0 pin-ups. Tu ne peux pas avoir un dossier arrête, tu peux quasiment rien... Je sais, ça fait 2 ans que je demande les frais de Michel Picard. On n'y a pas accès. C'est hyper compliqué, c'est super long. On serait dans un pays d'Europe du Nord, ça serait... En réseau, il y a les gens énormément de transparence sur des tas de choses, ne serait-ce que sur leur patrimoine. Dans la transparence. Tu as une agence sur la haute autorité pour la transparence pour la vie publique. Sur le patrimoine, pour avoir accès au patrimoine d'un élu, il faut aller à la préfecture. Il faut aller à la préfecture, prendre rendez-vous à la préfecture. Tu n'as pas le droit de prendre des photos, tu n'as pas le droit de communiquer dessus. Elle est où la transparence? C'est-à-dire que sur le site de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, tu peux télécharger la déclaration de tous les élus. Patrimoine. Tu peux aller vérifier. Il y a le détail, les salaires, les déclarations. Oui, il y a le salaire qu'il a bien envie de déclarer, mais il n'y a pas le patrimoine. Pour le respect de la vie privée. Sur la préfecture, je le sais. Ça fait 30 minutes qu'on est sur le sujet de Grégory Doucet. Mais il le mérite. Je vous propose qu'on passe à ce qui aurait dû être le sujet de la semaine, avant cette garde à vue. C'était le sondage Elab pour BFM TV, le premier qui place Jean-Michel Aulas en tête des intentions de vote au premier tour des élections municipales, juste devant Grégory Doucet. Alexandra, votre regard sur cette étude, alors c'est de mieux en mieux pour l'ancien président de l'OL, mais c'est toujours trop insuffisant pour faire trembler la gauche lyonnaise. Alors, je rappelle quand même que l'information principale, c'est quand même que Jean-Michel Aulas, à ce stade, n'est pas candidat. Donc, en fait, il n'est pas candidat et en l'espace déjà de 2 sondages, il vient de gagner des points tout naturellement. Donc, ça dit quand même quelque chose d'un phénomène qui est en train de se mettre en place. Ira-t-il, est-ce qu'il n'ira pas, on verra. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se profile.
Deuxième enseignement, c'est, je crois, 68% des électeurs potentiels qui disent qu'ils iront voter ou qu'ils iraient voter au municipal. Ça veut dire que la participation, elle est a priori au rendez-vous. Et ça, c'est un vrai marqueur, puisque je rappelle quand même que la fois dernière, en 2020, au premier tour, au deuxième tour, Grégory Doucet a été élu avec un socle de 19% des électeurs. Donc ça veut dire... Voilà. En plein Covid. Hein. En plein Covid, mais d'accord, mais sauf que les gens qui s'étaient déplacés, et ça personne ne le rappelle, j'aimerais le redire, les gens qui sont allés voter la dernière fois, c'est les jeunes, c'est les moins de 45 ans. Et la pyramide d'âge, elle s'effondre passé 45 ans. Ça veut dire que sur cette élection, les plus de 45 ans vont revenir voter. Et ça va forcément avoir des incidences assez fortes sur les résultats du scrutin. Et puis, dans la mécanique qui a été testée par le sondage Elab, il y a 3 scénarios qui ont été testés. Un scénario où la gauche est unie, un scénario où le bloc central et la droite est unie, et un scénario où tout le monde est désuni. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que dans chacun de ces scénarios, Jean-Michel Aulas augmente et surtout, il a une réserve de voix que n'ont pas les Verts en face de lui. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant et qui fait que les dés ne sont vraiment pas joués, je trouve. Raphaël, réserve de voix vraiment pour Jean-Michel Aulas ? C'est-à-dire que quand vous dites scénario désunis, oui, c'est la gauche très très désunie. Hein. Pour que Jean-Michel Aulas soit en tête, il faut qu'il y ait une liste LFI conduite par Anaïs Bellois-Sacherifi, une liste EPS conduite par Sandrine Runel, une liste passe publique par Nathalie Perrin-Gilbert. C'est si improbable, Raphaël ? 4 listes, ça fait beaucoup quand même. Ah oui. Non, 4 listes, ça j'y crois pas parce que Place publique, à un moment donné, il y a quand même une réalité électorale. Je vous rappelle que pour être au deuxième tour en capacité de fusionner, il faut être à minima 5% pour être repêché. Pour se maintenir, il faut au moins 10%. On a quand même des forces de gauche qui regardent ça. Ils savent très bien que trop de division n'a pas de sens. Donc, qui gagne au premier tour, aujourd'hui, c'est une construction qui me semble assez artificielle. Mais ça veut pas dire. Mais effectivement, il y a un effet Jean-Michel Aulas que personne dans l'opposition jusqu'à présent n'a réussi à créer. Ça, c'est une vraie évidence. C'est pas très bon effectivement pour un Pierre Oliver. C'est pas très bon pour. Mais au moins lui, il est testé, contrairement à d'autres candidats à droite qui pourraient avoir envie d'y aller. Qui sont tous rangés derrière Jean-Michel Aulas. Hein. Qui disent tous qu'ils se rangeraient derrière lui. Après, quand on regarde le rapport de force politique, sur ce premier tour éclaté, il faut quand même que pour battre les forces qui sont aujourd'hui dans la majorité de Grégory Doucet, elles sont à 49%. C'est-à-dire que pour faire plus, il faut rassembler de Georges Kepenekian à Tiffany Joncourt, du RN au PS extérieur, à dire, c'est quelqu'un de centre-gauche, Georges Kepenekian. Donc c'est quand même pas un rapport de force qui est totalement transformé, mais ce qui se passe avec Jean-Michel Aulas, c'est que ça crée un match, ça crée une campagne municipale. Il est en situation, s'il fait une bonne campagne, s'il fait un projet convaincant, effectivement, de l'emporter. Alors que parmi les autres candidats possibles à droite ou au centre, on n'en voit pas qui soit dans cette situation-là. Après, il faut faire une bonne campagne, il faut convaincre. Romain, la candidature de Jean-Michel Aulas, en fait, c'est elle qui va permettre l'union de la gauche dès le premier tour à Lyon. Ce n'est pas forcément le cas. C'est effectivement le scénario le plus intéressant pour Grégory Doucet. Après, on peut constater qu'au sein de la gauche, les Verts sont minoritaires, en fait, quand on prend les hypothèses très désunies. Parce qu'en plus, l'hypothèse où vraiment elle est désunie se retrouve avec une liste place publique face à une liste PS, c'est quand même pas très cohérent. Mais effectivement, si vous additionnez LFI, le PS et PP, vous vous retrouvez avec... alors, qui ne feront pas forcément liste ensemble, hein, mais vous vous retrouvez avec le fait que les Verts sont minoritaires au sein de la gauche, quelque part là-dessus. Mais après, il y a aussi une autre dynamique. Ils sont première force à gauche. Ils sont première force à gauche, mais ils sont minoritaires sur le bloc. Alors qu'effectivement, ça ne représente pas actuellement la réalité, où ils ont toutes les mairies d'arrondissement, une grande majorité d'adjoints. Donc voilà, ça montre que la gauche, elle est quand même extrêmement diverse là-dessus. Effectivement, ça peut inciter au rassemblement, mais c'est vrai qu'on a dû tripatouiller pas mal du côté des labs pour arriver à trouver un scénario dans lequel Jean-Michel Aulas arrive en tête. Parce que là, vraiment, le sondage, la configuration
numéro 1, celle où la gauche est tout éparpillée, elle n'arrivera pas comme ça. Hein. Je veux dire, il y aura peut-être 2 listes à gauche, mais il n'y en aura pas 4, 5, etc., etc. Ensuite, deuxième enseignement, c'est l'effondrement de la Macronie. C'est-à-dire que Georges Képénékian est le candidat le moins éloigné de la Macronie qui est testé. C'est celui. Jean-Michel Aulas est soutenu par Renaissance dans le sondage. Hein. Il est soutenu par Renaissance. C'est pas un grand soutien de Macron. C'est pas un grand soutien de Macron. Ah bah il a vu Gabriel Georges Attal. Képénékian, encore moins. Hein. Il serait pas. Ce En tout cas, ce serait intéressant de voir la question qui a été posée. C'est-à-dire, est-ce que pour Nathalie Perrin-Gilbert, par exemple, elle est posée comme juste Nathalie Perrin-Gilbert? Est-ce qu'elle est posée en place publique? D'accord. Oui. Parce que du coup, il y a aussi cette question-là. Jean-Michel Aulas, est-ce qu'il est testé en candidat de la majorité présidentielle? Renaissance, également? Horizon, Modem. Il est testé à ce niveau-là. Et LR aussi? Et Pierre Oliver est testé en LR. Pierre Oliver est testé en LR, d'accord. Donc, du coup, effectivement, vous avez un bloc central qui se maintient effectivement avec cette question-là dessus. Après, reste à voir. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous disent j'aime bien Jean-Michel Aulas, mais on ne connaît pas encore les propositions. Quand il sera connoté, soutenu par certains partis, à mon avis, ce sera moins rassembleur. Vous savez, le sport, l'art, ça a des choses qui sont supérieures à la politique. C'est que, quelque part, ça fait beaucoup plus consensus. Être patron d'un club de foot, être un artiste, être, je sais pas, dans ces domaines-là, vous êtes moins clivant, et après vous devenez clivant quand vous mettez à faire de la politique. Donc je pense que Aulas, ça va pas forcément aller en s'arrangeant pour lui. Là, on est sur un moment dans lequel il est engagé de manière un peu floue. Alors oui, il y a tel ou tel parti qui pourrait le soutenir, mais on ne sait pas son projet. Alors il n'est pas content quand il y a des bagnoles, etc. Au contraire, il n'est pas candidat et déjà, il fait émerger une dynamique. Mais s'il arrive avec un projet de droite, je pense que Jean-Michel Aulas qui arrive avec un projet de droite, déjà il va perdre une énorme partie des gens qui vont le soutenir. Parce que vraiment, c'est pas vrai. Oh bah si, on verra ça. Lyon est une ville à gauche. Je veux dire, de toute façon, c'est une réalité toute simple. Élection après élection, c'est une ville qui est fortement à gauche là-dessus. Après, les discussions... ça se voit pas vraiment dans le sondage. Oh, ça se voit clairement dans le sondage. Du coup, dans les hypothèses qui sont... de tes amis politiques, en fait, dans les hypothèses... Mais moi, j'ai pas d'amis politiques, mais les hypothèses qui sont travaillées, elles sont hyper intéressantes. C'est juste ça. On regarde les forces en présence. Là où je suis étonnée, moi, c'est le résultat de Nathalie Perrin-Gilbert. Pour moi, Aulas n'est pas mis n'est pas encore pour le moment un candidat de droite auprès des personnes qui sont interrogées. Après, quand ce sera un candidat de droite, parce qu'effectivement, c'est les forces de droite qui le soutiennent. Il est testé majorité présidentielle plus LR dans un scénario. Les gens, ils voient pour le moment d'abord Aulas avant de voir un mec de droite. Oui, je pense que dans les mois qui viennent, ce sera plus un mec de droite que Aulas et ça risque de le faire chuter. Ça sera toujours Aulas. Aulas est numéro 1 dans les vrais sondages, sans faire campagne, sans alliés, sans interview, sans garde à vue et sans prime au sortant. Et Képénékian, soi-disant, il n'est pas allié avec lui, il va vite se mettre derrière. Par contre, à gauche, c'est pas simple. Comment additionner le PS, la France Insoumise, Europe Écologie, le PCF, la place publique, le PRG. Le NFP, ça fait 4 ans. Ils travaillent tous ensemble aujourd'hui. C'est la majorité sortante. On en reparlera dans un an. Vu comme ils sont en train de se permanence. Après, Farid, l'été dernier, on se disait déjà que le NFP c'était fini et pour les législatives, ils y sont arrivés. Ça commence à monter de plus en plus entre eux. Je suis pas sûr qu'ils soient toujours ensemble. L'accélération, elle est pour Aulas. Doucet, malgré ses années de communication et son armée mexicaine qui est autour de lui pour essayer de le faire gonfler, Aulas, il n'a pas de majorité mexicaine. Il est nul pour mais lui, Aulas, il le paye. Je peux finir? Je te remercie. Moi, j'attends simplement avec impatience les prochaines bourdes de Grégory Doucet, Tour de France, etc. Parce que là, il les a fait en amont. Là, quand ça va arriver pendant la campagne, s'il y a Jean-Michel Aulas qui est rue, il y aura une sorte d'énorme loupe qui va se mettre sur Lyon. Et là, à partir de là, toutes les bourdes qu'il a pu faire, malgré toute l'armée de communicants qu'il peut avoir payé par notre argent, ça va être bien plus compliqué pour lui. Donc pour moi, malgré Elab, Cluster 17... Les que vous citez, c'est celle de son début de mandat, justement. Hein. Ouais, son début de mandat. Entre-temps, il a payé 24 personnes qui sont été sur nos côtelettes et qui ont fait les communications pour lui. Mais maintenant qu'il y a la CRC qui a mis son nez dedans, est-ce qu'ils seront toujours là? Et gratuitement, les bobos lyonnais, je suis pas sûr qu'ils travaillent pour lui. Donc on verra ça par la suite. Même pour moi, Aulas, s'il part dans ces conditions, je pense qu'il gagne facilement. Allez, il y avait encore plein de sujets à aborder sur ce sondage, mais on a été très long. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à faire part de vos retours. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.